Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Julien Brassard, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Xavier Boisdevezier, le CEO et cofondateur de Hecta, une société biotech qui développe une solution nutritionnelle pour réduire la prise de poids chez l'obèse. Bonjour Xavier, merci d'être venu. Est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter ton parcours ? Bien sûr, bonjour. Mon parcours, c'est un parcours un petit peu classique au démarrage d'école de commerce, suivi d'une longue période dans des grands groupes. Alors quand je dis longue, je n'ai pas trouvé ça trop long, mais j'ai passé 15 ans dans le groupe Danone, dans différents pays. J'ai commencé en Allemagne, puis en Arabie Saoudite, en France et au Vietnam. Et puis, au bout de 15 ans, j'ai voulu voir autre chose. J'ai rejoint le groupe SEB. Donc, je suis passé du yaourt à la yaourtière. Donc, pas bien loin. Je suis resté dans l'alimentation qui était quand même un fil conducteur dans ma carrière. Et j'ai rejoint la Bourgogne à cette occasion, puisque le groupe SEB est historiquement basé au nord de Dijon, à Selonget, même si maintenant le siège mondial du groupe est à Écully. Et j'ai fait 10 ans dans le groupe. Alors là, toujours dans du marketing, je ne l'ai pas précisé, j'ai plutôt une carrière marketing en soi. Alors marketing plus opérationnel chez Danone, marketing un peu plus stratégique chez SEB. Et j'ai eu la chance du coup de rester une dizaine d'années chez SEB pour piloter à la fin tout ce qui était objets connectés, écosystème digital, lien avec les startups. Et finalement, c'est un petit peu ce qui m'a mis le goût, on va dire, à derrière vouloir faire autre chose que rester dans ces grands groupes. Alors, vous avez développé Hecta avec ton associé Naim Khan. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que cela a conduit à la création de Hecta ? En fait, comme je le disais à l'instant, quand j'ai quitté le groupe SEB, je voulais un projet plus entrepreneurial. J'en avais pas assez des grands groupes, mais je pense que c'est une merveilleuse école pour apprendre énormément de choses et j'encourage vraiment les gens à passer par là. Mais je pense qu'à un moment, ils ont malheureusement tendance à mettre un petit peu les gens dans des cases, à nous mettre des étiquettes, et ce qui peut finalement être agréable pour certains est plutôt désagréable pour d'autres. Et en ce qui me concerne, à un moment, j'avais envie de sortir de ces cases, j'avais envie de découvrir autre chose et j'avais envie d'entreprendre. Et j'ai utilisé mon réseau en me disant, tiens, est-ce qu'il y aurait une société à racheter ou au contraire, voilà, enfin, qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, quelqu'un m'a dit, mais tu devrais rencontrer ce professeur et chercheur à l'université de Bourgogne. Ça fait quasiment 2 ans qu'il cherchait un porteur de projet. Et lui, ça faisait plus de 15 ans qu'il travaillait sur les problématiques de surpoids, d'obésité, de goût du gras. Je dis, bah oui, bien sûr, je vais le rencontrer. Et en fait, j'ai pas envie de dire que c'est un coup de foudre, mais pas loin. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais me donner 2 mois pour évaluer son idée. Et au bout de 2 mois, j'ai dit, mais ça me plaît quand même, voilà, ça me tente. Et on s'est fait incuber dans l'incubateur régional. Et 4 mois après, on crée avec 2 autres associés la startup Hecta. D'accord. Et quels sont les enjeux que vous visez à résoudre ? Alors, c'est évidemment une des choses qui m'a particulièrement attiré dans ce projet, c'est l'ambition. L'ambition que se donne Hecta, c'est de vaincre l'obésité dans le monde. Alors évidemment, ça peut faire un peu prétentieux de le dire comme ça, mais je pense que, il faut avoir des ambitions à portée mondiale, et moi, j'allais pas quitter un grand groupe pour gérer, même si c'est pas dénigrant, mais j'avais vraiment envie d'un projet à impact. Et je pense que quand on peut dire, alors que ce soit l'obésité ou le surpoids, l'obésité c'est 800 millions de personnes obèses dans le monde, quand on prend les personnes en surpoids, c'est 1,9 milliard de personnes dans le monde. Et malheureusement, il n'y a pas de solution existante pour ces personnes-là, puisque on pourrait citer comme solution existante les régimes personnalisés, alors que ce soit coaching physique et coaching nutritionnel, mais souvent ça amène à des effets de yo-yo. On pourrait parler de la chirurgie, mais là on est plutôt sur des obésités morbides ou sévères, parce que se faire poser un anneau gastrique ou se faire poser un bypass, c'est une opération qui est lourde et pas sans conséquences. Et puis la troisième solution existante, c'est les médicaments. Il y a quelques approches médicamenteuses qui ont pendant très longtemps été interdites en Europe de par les effets secondaires. Donc c'est autorisé aux US, mais très franchement aujourd'hui il n'y a pas d'approche médicamenteuse qui fonctionne. Et donc c'est un peu ce couple aujourd'hui, enfin ce couple à la fois d'un marché mondial, d'une très grosse ambition, de donner du sens à ce que je faisais et d'amener une solution sur des gens qui sont quand même en détresse, parce que j'ai eu des contacts avec des personnes en situation d'obésité
waouh, c'est dur. Enfin, ils ont tout essayé, ils ont envie de trouver des solutions. Et puis évidemment, ce fait qu'aujourd'hui, ben, bien sûr, il y a une concurrence, il y a toujours une concurrence, il y a toujours des approches, on va dire, à regarder. Mais voilà, c'est le fait que nous, on soit une société deep tech, qu'on ait des brevets sur une approche totalement rupturiste, qui m'a vraiment motivé à rejoindre ce projet. Peux-tu nous expliquer concrètement la technologie derrière cette solution? Oui, bien sûr. Alors, c'est issu de plus de 15 années de recherche, hein. Moi, finalement, je suis un petit nouveau dans le projet, même si on a créé la société en juillet 2021. Les travaux ont commencé en 2005. Et quand je dis les travaux, c'est le professeur Kahn qui a commencé par identifier en fait que le goût du gras serait la sixième saveur gustative, c'est-à-dire un récepteur qui fonctionne exactement comme les autres, le salé, le sucré, l'amer, celui qui est un peu moins connu, l'umami. Mais pour reprendre l'exemple de ce dernier, l'umami a mis 75 ans à être reconnu par la communauté scientifique comme la cinquième saveur. Donc autant vous dire que bon, moi l'objectif, enfin c'est ce que je dis régulièrement aux chercheurs, c'est l'ambition, c'est pas d'être validé comme sixième modalité gustative. L'ambition, c'est de dire ok, tu as identifié les récepteurs du goût du gras, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et lui-même évidemment a eu cette approche de dire, ben après il est allé voir chez les personnes en situation d'obésité et il s'est aperçu que toutes les personnes en situation d'obésité avaient ce récepteur qui dysfonctionnait, surpoids ou obésité, et que ce soit lié à une obésité génétique, lié à de la sédentarité, puisque évidemment l'obésité c'est multifactoriel. Et là il s'est dit, bon alors attendez, si toutes les personnes finalement en situation d'obésité ont ce récepteur qui dysfonctionne, n'y aurait-il pas moyen de venir le réactiver avec un leurre qui va permettre finalement, sans apporter de calories, de refaire fonctionner en fait ce qui fonctionne normalement chez les gens, on va dire, sain, c'est-à-dire quand on commence à ingérer des lipides, la langue détecte, ça passe au cerveau, ça descend à l'intestin, il y a libération des hormones de satiété ou des peptides anorexigènes qui donnent le sentiment de satiété et qui me font arrêter la prise alimentaire. Et en fait, il s'est dit oui, je vais développer un agoniste qui a effectivement ses capacités à être évidemment hautement affinitaire à nos récepteurs, beaucoup plus puissant que le goût du gras, donc va venir réactiver le récepteur défectueux chez les personnes obèses et va leur permettre, en venant s'asperger avec un spray, 10-15 minutes, les pépilles gustatives, la langue, 10-15 minutes avant la prise alimentaire, de venir refaire fonctionner l'ensemble de l'axe langue-cerveau-intestin, procurer une satiété précoce qui va conduire à une réduction de la prise alimentaire, donc du poids corporel. Et ça, c'est donc ce qu'il a fait dans les années 2014, et en 2017, il a testé, il a lancé les études précliniques, il a testé sur la souris. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de vous annoncer qu'on sait faire maigrir les souris obèses. Mais très franchement, comme me disent souvent les fonds avec lesquels je partage mon projet, ils me disent le marché de la souris obèse, il est assez limité. Et évidemment, ce n'est pas le principal. Mais en gros, les souris diminuent à peu près de 30% leur prise alimentaire quotidienne quand elles ingèrent notre molécule en parallèle même d'un régime hypergras, puisqu'on les a laissées sous régime hypergras. Évidemment, dans le cadre de l'homme, on inciterait aussi les gens à mieux s'alimenter, ou en tout cas, il y aurait de l'éducation à faire. Donc voilà le fonctionnement. Évidemment, ces molécules sont brevetées, mais nous, notre savoir-faire, au-delà des 2 brevets qui ont été déposés en Europe et aux États-Unis, c'est d'avoir une plateforme technologique qui nous permet aujourd'hui, parce qu'on est les seuls au monde à avoir immortalisé des cellules gustatives de l'homme, et ce qui nous permet en permanence de tester de nouvelles molécules qui pourraient avoir des bénéfices pertinents. Typiquement, pour vous donner un exemple, l'industrie agroalimentaire me dit « mais moi je suis intéressé par le goût du gras sans apporter de calories, est-ce qu'il n'y aurait pas une molécule naturelle qui aurait ça ?» Et donc là, on est en train de tester des molécules, grâce à ces récepteurs, ces cellules gustatives immortalisées, pour essayer d'identifier de la molécule naturelle, 100% naturelle, qui a le plus d'impact. Et peut-être que si un jour on va dans le médicament et pas dans le complément alimentaire, on identifiera la molécule limite la plus chimique, parce qu'on s'en fout, mais celle qui a le plus d'efficacité, parce que c'est elle qui permettra d'avoir les meilleurs résultats sur les personnes obèses. Donc, c'est une solution qui peut avoir plusieurs cas d'usage. Aujourd'hui, vous privilégiez cette solution sous forme de spray. Comment est-ce que celle-ci serait concrètement employée par les utilisateurs ? Alors, c'est un peu tôt pour répondre à ces questions, dans le sens où aujourd'hui le spray est la galénique envisagée de notre produit. Je ne suis pas 100% sûr qu'on puisse passer toutes les étapes de la production avec un spray, puisque qui dit un spray dit qu'il va falloir choisir l'excipient qui va dans le spray, s'assurer que la molécule est stable dans des conditions de stockage, etc. Mais
par rapport à notre principe d'action qui se fait au niveau de la langue, oui, c'est la galénique qui nous semble la plus intéressante. Ça pourrait être également une pastille à sucer. C'est plus pour dire, ça ne devrait pas être une gélule qu'on avale tout rond puisqu'elle n'agirait pas au niveau des récepteurs. Mais aujourd'hui, les souris, ou même pour nos premières études sur l'homme, la molécule a été donnée dans un petit shot d'eau, on va dire. Donc on pourrait aussi imaginer un petit flacon, un petit shot à prendre avant chaque repas. Maintenant, effectivement, pourquoi un spray? Parce qu'en fait, les solutions médicamenteuses les plus avancées en ce moment pour soigner l'obésité sont des agonistes de GLP-1. GLP-1, sans rentrer dans les détails techniques, c'est également une hormone de satiété. Et il y a des sociétés pharmaceutiques qui travaillent là-dessus. Sauf que pour ingérer ou pour injecter ces solutions, ces analogues de GLP-1, c'est une piqûre dans l'estomac une fois par semaine. Autant vous dire qu'en termes d'intrusif, on ne fait pas mieux. Et donc nous, l'ambition de notre solution, c'est d'être justement pas du tout intrusif par rapport à ces acteurs-là et de dire c'est hyper facile, le spray on l'a dans la poche, même au restaurant, puisque c'est un peu sur le principe des sprays pour haleine fraîche ou des choses comme ça, quoi. Et donc nous, notre volonté, c'est d'avoir quelque chose, et puis c'est peut-être ma déformation marketing dans des grands groupes agroalimentaires, mais focaliser utilisateur et simple. Après, il ne faut pas oublier toutes les briques réglementaires. Donc comme je disais, en termes de timing, une roadmap complément alimentaire peut aller assez vite. Alors assez vite, tout est relatif. On va parler de 3 à 4 ans pour une mise sur le marché. Une roadmap médicamenteuse sera évidemment plus longue, mais comme l'obésité est classée maladie depuis 1997, on sera obligé de développer un médicament si on veut s'adresser un jour aux personnes obèses. Et justement, en parlant de cette roadmap, où en êtes-vous aujourd'hui dans le déploiement de votre technologie ? Alors, où est-ce qu'on en est ? On est sur les premières études réglementaires. La première qu'on a réalisée en 2022, suite à la première levée de fonds qu'on a faite, c'est l'étude d'innocuité. L'essentiel, c'était déjà de valider que notre molécule n'allait pas avoir des effets secondaires sur l'homme lors de l'ingestion. On aura les résultats officiellement début 2023, mais ça semble validé. Et donc c'est pour cette raison qu'en ce moment, on envisage une deuxième levée de fonds pour financer maintenant les études d'efficacité. Alors, si on parle d'un médicament, on va parler de phase 2. Nous, dans notre cas, on va plutôt parler d'études d'efficacité, dans le sens où l'ambition de la société, c'est d'être en mesure d'apporter, en fait, de prouver que ce qui a fonctionné sur la souris peut fonctionner sur l'homme. Et donc, on va lancer plusieurs études qui devraient nous permettre d'atteindre cet objectif. Tu as mentionné une levée. Est-ce que tu veux nous en dire plus au sujet ? Oh oui, le financement est le nerf de la guerre pour toutes les sociétés comme les nôtres. On a beau avoir des projets très ambitieux avec des ambitions mondiales de vaincre l'obésité dans le monde. On sait très bien que si on veut lancer un jour un médicament, ça chiffre en dizaines de millions. Alors, ce n'est pas une levée d'une dizaine de millions, mais effectivement, on recherche quand même en equity 7 millions d'euros, un peu plus avec les financements non dilutifs, pour financer justement l'intégralité de ces travaux sur la galénique, très précisément. Donc, je l'abordais tout à l'heure un petit peu, le spray, comment la molécule se comporte dans le spray, mais aussi retravailler la formulation de la molécule, puisqu'en fait, quand on travaille à l'échelle du gramme, comme c'était le cas jusqu'à présent, ou à l'échelle du kilo, comme ça va l'être maintenant, et peut-être un jour, je l'espère, à l'échelle de la tonne, la synthèse de la molécule n'est pas la même, etc. Et puis bien sûr ces fameuses études cliniques qui sont essentielles pour embarquer à la fois la communauté scientifique, rassurer et démontrer, on va dire, les résultats de notre produit. Et donc là, effectivement, l'ambition de cette levée, avec 7 millions, on peut commencer à financer les premières études. Mais ce sera que sur 1 voire 2 marchés, alors qu'on sait très bien que demain, si on veut lancer notre produit aux États-Unis, il faudra aussi faire des données cliniques aux États-Unis. Ou comme on sait que l'alimentation est différente en fonction des pays, ce sera même intéressant d'aller tester à la fois en Inde, d'où le chercheur est originaire, aux États-Unis qui a encore une alimentation différente, en France ou en Afrique du Nord. Donc voilà, toutes ces études sont chères et coûteuses, mais on espère bien réussir à convaincre des financeurs de rejoindre le beau projet. On l'espère aussi. Vous avez été sélectionné par la French Tech Race pour représenter la Bourgogne-Franche-Comté. Qui d'autre vous accompagne dans cette aventure ? En fait, on a très vite embarqué notre organisme de transfert de technologie, donc la SAT, qui avait financé le projet dans ses phases de maturation, de prématuration, ce qui correspondrait à du pré-seed ou du seed, et qui avait investi des montants significatifs, parce qu'effectivement, là aussi, pour réaliser les études précliniques, c'était coûteux.
Ensuite, quand on a fait notre première levée de fonds, qui était principalement aussi pour clarifier les conditions de la propriété intellectuelle et s'assurer que la société en avait, on va dire, la jouissance, on a commencé à intégrer d'autres acteurs, mais aucun fonds professionnel. Maintenant, cette levée, oui, il faut qu'on fasse rentrer des fonds professionnels. Et effectivement, on a eu la chance de participer à cet événement de la French Tech Rise. On était très fiers de représenter la Bourgogne-Franche-Comté à cette occasion. Ça nous a donné une visibilité auprès, bien sûr, des acteurs du financement sur Paris, dans toute la France. Maintenant, on sait que c'est long. On va dire faire une levée de fonds, c'est 6 mois, 9 mois où on est dédié à ça. Il ne faut pas oublier le reste du business parce que voilà, il faut que la société avance, il faut que les projets avancent et pour l'instant, c'est le cas. Je veux dire, on a aussi eu en 2022 le concours d'innovation iLab. On a réussi à avoir un appel à projet européen, enfin un appel à projet France 2030, à être primé par l'Europe. Donc tout ça, ça va bien. Mais il faut qu'on arrive à faire tout en même temps. Et donc pour ça, je structure aussi une équipe en ce moment. Pour revenir à présent un peu plus sur ton parcours, tu as mentionné avoir travaillé pour des grands groupes tels que Danone et SEB. D'où est venue cette envie d'entreprendre dans la deep tech ? Alors je pense que si on veut développer une innovation de rupture, elle se doit d'être dans la deep tech. Je veux dire par là, pour moi, derrière deep tech, alors il y a la définition officielle de la BPI, qui est effectivement quelque chose de révolutionnaire qui vient résoudre un problème clé du 21e siècle, enfin une problématique majeure du 21e siècle. Je pense que nous, notre projet, il rentre parfaitement dans cette définition. C'est-à-dire il y a effectivement l'obésité qui est un problème majeur. Enfin, je ne vous ai pas donné de chiffres concernant l'impact de l'obésité et surtout de toutes les complications liées à l'obésité parce que c'est ça qui coûte extrêmement cher. Mais ça se chiffre, même selon la journée mondiale de l'obésité, en trilliards, enfin en 1000 milliards de dollars. Enfin, c'est colossal. Donc c'est effectivement ce côté projet qui m'a, impact qui m'a vraiment motivé. Et puis derrière, c'est la science. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais besoin, on est obligé de se rassurer avec du rationnel derrière tout ça, de la science, des brevets, et donc très vite la deep tech, quoi. Et quels sont les challenges rencontrés par les entrepreneurs qui n'ont pas eu de parcours particulièrement scientifique, surtout quand on se lance dans un projet biotech ? Waouh, ça c'est une bonne question. Déjà se confronter au monde académique. Quand on vient de l'univers, on va dire, que j'appellerais économique, grand groupe, etc., on découvre un nouveau monde que je ne connaissais pas, qui a évidemment ses clés, ses manières de fonctionner et ses habitudes, et c'est vrai qu'il faut le déchiffrer. De surcroît, le chercheur n'est pas tout jeune, enfin je veux dire, il est comme moi en pleine maturité, lui a 62 ans, moi je suis un peu plus jeune, mais là aussi, il faut un certain temps pour qu'un respect mutuel s'installe, une confiance mutuelle, parce que entreprendre comme ça dans un projet de deep tech, c'est un petit peu comme un mariage. Quand on démarre, qu'on soit 2 ou 4, on va dire, c'est vrai qu'un mariage, on est généralement plutôt 2, mais c'est effectivement un vrai challenge de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on a le coup de foudre, mais est-ce que dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, potentiellement, on s'entendra toujours aussi bien ? Et puis je rappelle que la mésentente entre cofondateurs est quand même une des 10 raisons d'arrêt de société deep tech. Donc c'est évident que c'est extrêmement important de comprendre ça. Moi, c'est peut-être ce que j'ai trouvé le plus dur dans un premier temps, parce qu'effectivement, il fallait comprendre ce monde que je ne connaissais pas. Après, au contraire, j'ai la chance de m'être associé avec un expert de ce domaine qui connaît parfaitement les rouages, et donc chacun ses tâches, et dès qu'il s'agit de discuter plutôt sur la partie académique, c'est lui qui pilote, et évidemment la partie scientifique, c'est lui qui pilote. Après, sur est-ce que c'est un frein aujourd'hui que moi je ne sois pas même scientifique, je ne pense pas. Je dirais même que c'est un atout, parce que quand je vais parler de la solution, je vais la vulgariser. Ce qu'un chercheur sera peut-être beaucoup moins capable de faire, parce que lui, il est tellement passionné par son secteur et tellement dans l'excellence qu'il va peut-être rentrer dans certains détails que le commun des mortels ne sera pas capable de comprendre. Alors que moi, je vais retranscrire avec mes mots ce que j'ai compris, voire recompris au bout de plusieurs explications. Et je pense que pour vulgariser le sujet, c'est quand même plus intéressant. Donc voilà. Et après, c'est la passion. Je pense que c'est un sujet, l'entrepreneuriat, qu'il faut prendre avec passion. Et c'est comme ça que ça permet d'avancer au quotidien.
En tout cas, on soutient pleinement l'équipe de Hecta dans ce beau projet. Nous avons l'habitude de terminer par une citation ou une anecdote. Est-ce que tu en as une en tête que tu souhaiterais partager avec nous ? Ouais, qui vient un petit peu de concrétiser ce que je viens de dire. Pour moi, c'est rien de grand ne peut s'accomplir dans le monde sans passion. Alors évidemment, c'est pas de moi, c'est de Hegel. Et je pense que c'est très fort. Je pense qu'il faut être passionné pour réussir. Et je pense, parce qu'il y a plusieurs choses dans cette citation, il y a effectivement le côté passion qui permet de tenir aussi dans les coups durs. Et puis, il y a cette notion mondiale. Et moi, c'est quelque chose d'extrêmement important de dire, je peux avoir un impact avec ce projet au niveau du monde, accompagner des personnes qui souffrent au quotidien et avoir un vrai impact. Et ça, c'est toute l'ambition d'Hecta. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette citation de Hegel. Un grand merci d'être venu, Xavier. C'est toujours un plaisir d'échanger autour de telles technologies. On te souhaite le meilleur pour la suite. Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, vous pouvez suivre Xavier Boisdevezy sur LinkedIn et aller sur leur site hecta.com. Merci. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Si vous être un entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site carotte.capital ou nous envoyer un email à contact@carotte.capital.